La lutte des femmes pour leurs droits est un combat incessant. L'égalité homme-femme n'est jamais acquis. La transmission de ces droits doit se faire dès le plus jeune âge par l'éducation au sein de la famille, au sein des écoles et nos équipements municipaux. Encore aujourd'hui, et malgré des décennies de combat, la femme doit encore lutter contre toute forme de discrimination, en commençant dans le milieu professionnel avec des avancements différents des hommes à poste égal. Dans un contexte sanitaire un peu particulier, dû à la Covid-19, les femmes sont encore les premières victimes de cette crise, car trop souvent elles sont sur des emplois précaires, des temps partiels. Cette lutte contre toute forme de discrimination est un axe fort depuis de nombreuses années de notre politique municipale, et notre majorité porte une attention particulière aux questions d'égalité hommes et femmes. D'ailleurs, la ville de Vénissieux a un collectif femmes depuis de nombreuses années maintenant, où on peut retrouver des habitantes, des associations, des élus, et nous aimerions aussi qu'il y ait des habitants, bien sûr, messieurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons des avancées en matière d'égalité, mais les mentalités ont du mal à changer. Nous devons rester vigilants afin de maintenir nos acquis et de continuer sur le chemin tracé avant nous par de nombreuses femmes telles que Olympe de Gouges, Simone Veil et Gisèle Halimi. Merci de votre accueil, Véronique Calu. Un accueil en vrai, en proximité et pour pas dire cet affreux en présentiel. Et bonjour à toutes et à tous. Vous qu'on espère nombreuses et nombreux derrière vos écrans d'ordinateur et à nous regarder et à nous écouter parler comme devant des caméras, un peu comme à la télévision au fond. Hein. Voilà, on n'est pas ensemble mais on est ensemble. Car vous imaginez bien que c'est pas le virus, même très agressif, qui va nous empêcher de célébrer cette année encore, cette année aussi, les luttes menées par les femmes depuis un siècle, le début du siècle dernier, pour leur droit à la justice et à l'égalité. À l'occasion, bien sûr, du 8 mars, traditionnellement commémoré par beaucoup d'associations, beaucoup de mairies. Et en France, c'est arrivé en 82 à l'initiative d'Yvette Roudy, qui était la ministre chargée des droits des femmes à l'époque, sous Mitterrand. Et l'ONU avait décidé de cette journée internationale des droits des femmes, et non pas la journée de la femme pour lui offrir une fleur comme elle est belle. C'était en 77 que cette journée a été inventée. Alors, comment parler du sexisme ordinaire, qui est le thème qui a été choisi pour cette année ici, dans une année tellement extraordinaire, tellement pas ordinaire. Et quand on sait que la pandémie et les 2 confinements ont accentué comme jamais les inégalités, les violences physiques et économiques entre femmes et hommes. Alors peut-être en observant un double mouvement. Un dont on n'a pas fini de mesurer les effets négatifs, qu'on pourrait appeler les violences économiques, qu'elles soient dans la sphère privée ou publique. On en parlera en deuxième partie. Et puis, un autre mouvement qui secoue comme jamais non plus la sphère privée et que l'actualité révèle jour après jour, terrible, mais néanmoins positif, ce mouvement, car lié à ce qu'on appellera la libération de la parole. Alors, cette libération de la parole, il faut qu'on discute de sur quoi elle va déboucher, parce que ça ne suffit pas de dire, il faudra pouvoir empêcher désormais que les choses se passent. C'est ce qu'a dit Audrey Pulvar il n'y a pas très longtemps, quand elle était interrogée sur les exactions commises par son père et dont elle était plus ou moins au courant. Voilà, la sortie de passé de silence, de honte, de violence tue dans le huis clos des chambres à coucher ou des bureaux des puissants, des hommes de pouvoir, pères, beaux-pères, patrons de système, bien installés. Alors, cela a commencé avec le mouvement MeToo, hein, vous le savez, il y a 3 ans, avec tout ce que cachaient de détresse les sourires hollywoodiens. Ça se poursuit en ce moment d'une façon tout à fait étonnante, avec toutes celles qui ont eu besoin de prendre la plume pour expliquer toute cette violence, pour la dire enfin, pour arrêter le silence. Elles ont pris la plume contre des hommes qui se croyaient impunis, insoupçonnés pour toujours. Et ça, c'est la grande nouveauté. Je fais allusion, et vous avez vu, comme vous entendez, comme moi, la presse, les informations. Valérie Springora, déjà, contre l'écrivain Matzneff. Camille Kouchner, contre ce beau-père tellement bien vu dans la société française, politologue, professeur de droit
Olivier Duhamel, Colline Berry contre son propre père et un acteur adulé, et puis plus récemment encore Florence Porcel contre une star des médias. Alors les langues se délient, la justice dira la loi, fera les enquêtes, mais quelque chose est franchement en train de se passer contre toute cette omerta imposée par les puissants. Et puis, s'il en était encore besoin, cela démontre que toutes les couches de la société sont traversées par ces violences faites aux femmes d'une nature ou d'une autre. Et que l'on est bien dans un système de domination masculine qu'il faut absolument abolir et dont traitait si bien cette grande anthropologue française, Françoise Héritier, qui est décédée il y a 3 ans. Alors c'est tout cela que l'on va parler avec vous, Marion Guibaudot, que l'on connaît bien ici, à travers tout le travail que vous faites au sein de Filaction comme sociologue, et pour sensibiliser justement partout et avec les plus jeunes aux inégalités de traitement entre femmes et hommes au sein de l'association, donc Filaction. Mais auparavant, on va prendre quelques petits repères historiques, alors accrochez-vous parce qu'on va balayer 500 000 ans à peu près en 4 minutes et demie. Mais pour rappeler justement que cette inégalité, si elle remonte à des millénaires, déjà bien sûr, n'a pas toujours existé et peut-être ne devrait plus exister. Parce que les progrès de la science aujourd'hui, les progrès de la connaissance montrent que sous Cro-Magnon, déjà à la préhistoire, les femmes luttaient à l'égal des hommes. Elles luttaient contre les déluges climatiques, elles luttaient contre les grands carnassiers, et elles étaient côte à côte. Et on sait depuis quelques années, avec l'anthropologie nouvelle justement, et les paléontologues, dans lesquels il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent justement à ces questions et qui veulent démontrer ce qu'a été l'évolution. On sait qu'on a découvert par exemple des femmes maintenant, depuis 3 ans, qui avaient aussi des cueilleuses, chasseuses, que ça n'était pas que les hommes et qu'elles n'étaient pas à la grotte en train de pouponner. On sait aussi depuis d'autres années qu'elles faisaient partie des artistes des grottes ornées, puisqu'on a découvert des petites mains qui ne sont pas des mains d'enfants à hauteur de personnes adultes. Enfin, il y a toute une série comme ça de découvertes anthropologiques qui montrent que les femmes étaient bien présentes dans la vie à un petit moment de l'histoire qui n'a pas duré. Elles étaient d'ailleurs des déesses à un moment puisqu'elles donnaient la vie mise sur des piédestals. Elles assuraient aussi la survie de l'humanité de façon un peu magique parce que c'était avant qu'on sache que les hommes étaient pour quelque chose dans la conception. Ils l'ont appris très vite et l'histoire des femmes a basculé justement dans cette évolution de l'humanité au néolithique. Quand les peuplades nomades se sont sédentarisées, qu'elles ont cultivé la terre, élevé des troupeaux, produit des biens et des richesses, et les femmes se sont mises à faire partie de ces richesses à ce moment-là. Elles sont devenues, leurs corps sont devenus des objets et des propriétés de ces terriens-là. Et on sait qu'elles sont passées progressivement, et alors avec une lente évolution pendant des millénaires, elles ont été sous le joug, ensuite, de la domination masculine. Mais leur corps, elles sont devenues de sujets, elles sont passées à objets. Et le but de nos luttes aujourd'hui, parce que depuis 100, 150 ans, et encore plus récemment, en 50 ans, la vie des femmes a changé plus qu'en plusieurs milliers d'années, on sait que le but aujourd'hui, c'est que les femmes redeviennent des sujets, reprennent possession de leur corps et de leurs aspirations à la liberté. Alors la lutte est encore longue, hein, on en reparlera évidemment, ça a basculé. Et après, effectivement, la misogynie s'est installée, que ce soit les philosophes grecs ou romains, que ce soit sous les chrétiens, effectivement, les femmes ont été totalement ignorées. Et même par la Révolution française de 1789, il a fallu qu'Olympe de Gouges essaye de dire que parmi les citoyens, il y avait des citoyennes. Voilà, et ce n'est que depuis 50 ans, effectivement, que la pensée féministe a permis de reprendre aux femmes leur destin en main et de déconstruire un peu toute cette histoire dont on voit qu'elle est largement fabriquée. Elle a été inventée par les hommes, pour les hommes, et elle a commencé avec cette image d'Épinal qui date effectivement
d'un Cro-Magnon qui a une massue sur le dos et qui traîne une femelle par les cheveux. Ça, cette histoire-là, les anthropologues le disent, ça n'a jamais existé. Parce que, comme on vient de le dire, il y avait une relative égalité de survie à un moment donné. Et que ce Cro-Magnon, il a été inventé, illustré par la pensée des hommes, que ça arrangeait bien de montrer qu'ils étaient les forts et elles, les faibles. Eh bien non, l'histoire à l'origine n'a pas été tout à fait comme ça. Cette pure invention, il faut la déconstruire, effectivement. Et aujourd'hui, même les neurosciences montrent que les capacités de cerveau des femmes, même s'il est plus petit, sont exactement les mêmes que celles des hommes. Et comme pour d'autres organes, la taille ne fait rien à l'affaire, vous vous en doutez bien. La biologie a aussi appris que les premières semaines de grossesse, le sexe était totalement indifférencié, que les embryons pouvaient être filles ou garçons, et que c'était les lois du hasard et de la génétique qui faisaient qu'ils devenaient, et des hormones, etc., qui faisaient qu'ils devenaient filles ou garçons. Et que ces stéréotypes qui ont été construits à partir de l'idée que les femmes et les hommes, c'est pas pareil. Oui, bien sûr, c'est biologiquement pas pareil. Mais en termes de droits, ce sont tous des êtres humains et les hommes font quand même partie de la moitié de l'humanité. Donc les préjugés sont des constructions humaines sans fondement. Alors, comme si la nature faisait bien les choses, elle-même, toute seule d'ailleurs, plus que les humains. Des humains qui sont pour beaucoup des prédateurs, mais heureusement pas tous. Alors, on va en venir à vous, Marion, qui êtes sociologue, on l'a dit, qui intervenait beaucoup pour déconstruire ces schémas-là, tout fait, ces préjugés. Comment se fait-il que s'il n'y a pas de raison objective de discrimination et d'inégalité, comment le sexisme ordinaire perdure ? Et qu'est-ce que c'est que le sexisme ordinaire ? Excellente question. Alors merci de cette introduction. En effet, on a voyagé dans le temps. Et aujourd'hui encore, ce que tu nommes tout à l'heure, de l'histoire, des lois aussi qui ont fait notre mentalité d'aujourd'hui, perdure. Et c'est une partie de l'explication de pourquoi on est encore dans une société qu'on considère comme sexiste. Alors déjà, qu'est-ce que le sexisme ? Alors ordinaire ou pas, le sexisme, c'est un rapport de domination basé sur le sexe, alors qui pourrait être des femmes sur les hommes ou des hommes sur les femmes, mais dans notre société, c'est les hommes qui sont considérés comme supérieurs aux femmes. Donc je dis bien un rapport de supériorité, c'est-à-dire qu'on va hiérarchiser sur la base du sexe, on va mettre d'un côté les hommes et les femmes, et ensuite on va hiérarchiser. On catégorise et on hiérarchise. Et ça se situe, alors sur quoi en fait ça se base ? Tu as dit plusieurs mots, tu as parlé de stéréotypes, tu as parlé de préjugés. Donc stéréotypes, ça va être des idées, des croyances qui vont être simplificatrices d'une idée. Les femmes ne savent pas faire les créneaux, elles n'ont pas le sens de l'orientation, elles sont faites pour s'occuper des enfants naturellement, elles ont toutes des choses comme ça. Les hommes, eux, ne pensent qu'à ça. Aiment le foot et je sais ce que et d'autres choses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le stéréotype est très utile. Souvent on se dit il faut arrêter d'avoir des stéréotypes. Alors non, c'est un peu compliqué d'arrêter d'avoir des stéréotypes puisqu'on est des êtres sociaux et cette simplification en fait de nos savoirs, de nos pensées est utile. C'est-à-dire que quand je rentre en communication, je réutilise mes stéréotypes. Alors je m'en rends pas bien compte, mais je te regarde. Alors dans ma socialisation, je sais que si je m'adresse à toi, que je perçois que tu es une femme, je vais utiliser certains pronoms féminins. Je suis dans un contexte français, donc je me dis que toi tu as forte chance d'être française, donc je vais te parler en français. Voilà, tu as l'air adulte, donc je vais utiliser certains mots que je n'utiliserai pas par exemple avec des enfants. Voilà, je mobilise en fait plein de stéréotypes, plein de schémas de pensée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand je reste que sur ces schémas de pensée. Et que du coup, je n'utilise plus que ça et je ne recomplexifie pas mon idée, en fait. Et en plus, tu as utilisé le mot préjugé, c'est quand je rajoute une valeur. C'est-à-dire que le stéréotype va construire en fait la façon dont je vais percevoir l'humanité et le contexte autour de moi. Et le préjugé va rajouter des valeurs. C'est-à-dire que on m'a expliqué que les femmes n'avaient pas le sens de l'orientation. Okay. Donc surtout je ne vais pas laisser conduire ma femme par exemple parce qu'elle risque d'avoir plus d'accidents. Ce qui en plus souvent est contre vérité parce que les femmes sont plus, de par leur socialisation du coup, différentes des hommes, elles vont avoir tendance à avoir par exemple moins d'accidents.
ou des Et choses les comme ça. assureurs en sont ravis. Oui, alors ça a un petit peu changé, puisqu'avant il y avait une différence. Quand vous étiez un homme ou une femme, en fait, vous ne payiez pas les mêmes choses. Mais maintenant, avec une loi européenne, pour lutter contre les discriminations, du coup, tout a été revu à la hausse et non pas à la baisse. Donc, du coup, les femmes ont perdu un petit peu ce privilège de sécurité. Voilà, donc le sexisme ordinaire, c'est un système. Là, il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que c'est un système, il se produit tout le temps. On baigne dedans. Alors, il y a des choses, comme tu l'as cité, quand tu parles des violences qui nous sont visibles et qui sont aujourd'hui dénoncées. Plus clairement. Mais il y a aussi donc, le sexisme ordinaire, plein de petites choses qu'on ne perçoit pas ou si on n'est pas sensibilisé, on va se dire c'est peut-être naturel, c'est peut-être pas si grave. Et c'est ça aujourd'hui qui fait aussi blocage, parce qu'on baigne dans un système, et que c'est bien de lutter évidemment contre les violences. Je serais pas là aujourd'hui si je disais le contraire. Mais il faut aussi, et là, changer nos mentalités. Et c'est ce qui fait résistance aujourd'hui de la part de certaines femmes et de la part de certains hommes aussi. Se dire que une femme qui gagnerait plus qu'un homme, par exemple, c'est pas si grave que ça. Que l'utilisation de certains mots dans notre langue, peut-être qu'on peut les remettre en cause. Je pense. Alors, je travaille beaucoup avec les jeunes, donc les premières choses qui me viennent, ce sont des injures, par exemple. Les injures aujourd'hui en France, de France notamment, qui sont pas mal à caractère sexiste. Et donc souvent, on remet du sens là-dedans en disant est-ce qu'on pourrait pas utiliser autre chose, ou est-ce qu'on pourrait éviter de s'insulter peut-être. Mais voilà, plein de petites choses comme ça qui sont à questionner. Mais donc ce système d'oppression, quand même, organisé, bien sûr, tient la société en cohérence. Tout à fait. On le voit notamment avec les cas d'inceste, et les familles n'ont pas explosé pendant des années à cause de ça, et on estimait que ce que subissaient les enfants, c'était quand même pas grand-chose par rapport à la force de la famille. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle des rapports sociaux, c'est-à-dire que potentiellement, par exemple, moi je me dis que je suis déconstruite, enfin en tout cas je suis en phase de déconstruction, donc je fais attention à ne pas produire du sexisme par exemple, ou à essayer de questionner un petit peu la vie dans laquelle je suis, ou par exemple avec mes enfants, des choses comme ça. Mais par contre, en termes de classe, c'est-à-dire en termes de groupe, le sexisme se produit via ces rapports sociaux-là. C'est-à-dire que peut-être pas tous les hommes, si on les prenait, se disent sexistes, même peut-être beaucoup se disent mais non, mais moi je ne suis pas sexiste. Mais par contre, en termes de groupe, il y a un privilège qui fait que il y a un rapport, et que le sexisme en fait se continue par rapport à ça. C'est ça le système en fait. C'est ce système de groupe. Il se base notamment sur ce qu'on appelle, alors ce mot fait un petit peu peur en français, mais c'est le système de genre, c'est-à-dire que on a hiérarchisé ce qu'on appelle le féminin et le masculin. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure des catégorisations et des hiérarchisations par rapport au sexe, mais aussi se rajoute maintenant ce qu'on appelle le sexe social, c'est-à-dire que au-delà même des personnes, le masculin va être considéré supérieur au féminin. Et au final, une fille qui va aller vers des critères, on va dire, masculins, en termes de job, en termes de façon de faire, de comportement, a moins à craindre qu'un garçon qui va, entre guillemets, tendre vers des critères dits féminins, qui peut se faire traiter d'homosexuel, qui peut subir des agressions, ou qui va être dévalorisé socialement. Donc tu vois, elle est là, la hiérarchisation, et elle se joue tout le temps, en fait, tout autour de nous. On a parlé du langage, ça peut être les vêtements, et ça se joue en effet sur la question des violences. Les violences sont à la fois un maillon de la chaîne du sexisme, c'est-à-dire qu'elles font perdurer les rapports de pouvoir, mais elles sont aussi le bout de la chaîne qui est produit par le sexisme. C'est-à-dire si je considère une personne en face de moi comme inférieure à moi, de manière consciente ou pas, je vais m'adresser à elle pas de la même manière que quelqu'un que je considérais comme mon égal. C'est-à-dire que la personne qui va faire partie de mon groupe, alors on parle de sexisme, ça pourrait être sur le racisme, ça pourrait être sur d'autres rapports d'oppression qui nous traversent, celle qui fait partie de mon groupe, elle est mon égale, et donc je vais m'adresser avec elle, je vais faire attention à elle. Mais par contre, en effet, une personne que je vais considérer comme différente, je vais peut-être m'adresser de manière différente avec elle. Je vais peut-être pas lui octroyer les mêmes privilèges que ce que j'aurais donné à une personne que je considère comme mon égale et que je considère comme identique. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention
sur les questions de différence. Souvent, on base le système sur les différences entre les femmes et les hommes, les différences. Mais parfois, il peut y avoir plus de différences entre deux hommes ou entre deux femmes qu'entre un homme et une femme. Alors ça se perçoit moins, parce que c'est une construction, mais il est intéressant de se dire qu'on fait partie de la même espèce, en fait. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui sont aussi misogynes. Tout On n'a à fait. pas que des alliés, il n'y a pas que des femmes qui s'estiment victimes, ou en tout cas qui pensent qu'elles font l'objet d'une oppression. Et toutes n'en font pas, d'ailleurs, précisément. Mais elles ne sont pas misogynes, celles-là. Celles qui ont la chance de pouvoir dire qu'elles ne subissent pas de violence de la part des hommes, justement, elles sont solidaires. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, comme tous les systèmes d'oppression, pour qu'un système fonctionne, il faut qu'en effet, il y ait des dominants et des dominés. C'est-à-dire que je crée mon rapport de pouvoir par rapport à un sous-groupe. Mais à la fois, il faut qu'il y ait des personnes de ce sous-groupe qui maintiennent le rapport de pouvoir. Alors, je ne sais plus à quelle date, mais on pourra le retrouver dans un texte de la Boétie. Alors, ça doit être de la servitude volontaire. Il explique pas sur la question du sexisme, mais plus là, c'est plutôt en termes de peuple et d'autoritarisme. Comment, en fait, il pose la question de se dire, mais comment ça se fait que des peuples se retrouvent soumis à l'autorité d'une seule personne. Et il explique alors il y a tout un mécanisme de pouvoir qui se met en bringue, et puis d'apprentissage, de socialisation aussi du peuple, qui apprend entre guillemets la soumission. Mais il y a aussi en fait des personnes qui vont régenter ce pouvoir par hiérarchie. Et là-dedans, il y a des personnes du groupe dominé. Voilà. Et chez les femmes, c'est la même chose. C'est-à-dire que, alors moi je vois plutôt chez les jeunes, au lycée, au collège, et certaines jeunes femmes qui vont, entre guillemets, jouer ce rôle-là qui vont insulter d'autres filles, par exemple, ou qui vont être gardiennes de cette espèce d'ordre moral qui se joue aussi sur elles. Voilà, la façon dont l'autre s'est habillé, est-ce que c'est vulgaire, est-ce que c'est pas vulgaire, est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas. Elles vont gagner, alors c'est quelques miettes, c'est de la tranquillité, c'est de la popularité, elles vont être bien vues. Donc elles vont avoir quelques miettes de pouvoir. Et si aujourd'hui ça se perdure, c'est qu'en effet, de temps en temps, il y a des femmes qui jouent ce rôle-là aussi. Mais il ne faut pas oublier que les dominants, ça reste les hommes dans notre société. Mais une des critiques qui est souvent adressée aux femmes, notamment violentées, c'est que pourquoi elles acceptent ? C'est ce phénomène de l'emprise qui est absolument très difficile à réaliser et à comprendre. Tout le monde dit, mais pourquoi elle ne l'a pas dit à ce moment-là ? Pourquoi elle n'a pas protesté ? Pourquoi elle n'a pas refusé ? Pourquoi elle n'a pas crié ? Comment on l'explique, ce système ? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. Le premier, je reviens quand même sur celui de la socialisation. C'est-à-dire que depuis que tu es toute petite, on t'apprend à respecter des normes et des injonctions dites sexistes. Voilà, il faut t'habiller comme ça, il faut te tenir comme ça, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas se battre, il faut bien rester à ta place. Tu l'apprends, tu l'intègres. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas être victime de violence, forcément. Mais par contre, quand tu vas te retrouver face à quelqu'un qui va être dans un processus de manipulation, notamment là, tu me cites un petit peu un exemple lié aux violences conjugales. Donc, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, que tu connais, qui est dans ton cercle, d'amis, de gens de confiance. Puis après, il y a une relation amoureuse qui se met. Il faut garder en tête que déjà, ce terreau, en fait, qui te prépare à ça depuis que tu es petite, est là, derrière. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que le processus même des violences conjugales se crée en créant de l'emprise, en créant de la dépendance. Et ça va être via des violences psychologiques, par exemple, qui vont d'abord détruire la confiance en elle ou l'estime de soi d'une personne. Si tous les jours, j'explique à l'autre qu'elle est nulle, dis donc... tu sais pas te débrouiller toute seule, t'es pas autonome, t'as encore loupé ça, c'est pas possible. Petit à petit, au début, j'y croyais pas. Mais petit à petit, ça va peut-être s'instaurer en moi et ça va peut-être me remettre en question. Notamment parce que souvent, en fait, l'environnement, les gens autour, ne réalisent pas tout de suite ce qui se joue. C'est vrai qu'on a tendance, par exemple, à réagir aux violences physiques, voilà, ou aux choses physiques qui se passent. Mais est-ce qu'on réagit à une moquerie dans l'espace public, par exemple ?
à quelqu'un qui se moque, ou même dans notre cercle amical, est-ce que des fois on tilte qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, avec vous savez, ces petites phrases assassines voilà, on est en train de manger à table, à l'époque où on avait le droit de se réunir entre amis, mais du coup, voilà, ces petites phrases assassines qui pourtant sont là régulièrement, elles sont là dès le début. Et ensuite va se jouer, puisque là, si on reste sur la question de la violence, alors que ce soit conjugale, ou que ce soit au travail, ou que ce soit au harcèlement sexiste à l'école, par exemple, ça se joue sur la répétition. Et donc ça revient, et c'est vrai que si on n'y met pas terme très rapidement, encore faut-il avoir appris à le percevoir, et ben on accepte, et du coup on commence à manquer de confiance en soi, on se dit peut-être que ça vient de moi, et surtout la personne en face, elle joue de ça. C'est-à-dire, c'est jamais de sa faute. C'est toi qui m'a dit ça. C'est ta faute si je me suis énervée. Si tu n'avais pas fait ça, je ne me serais pas mise dans cette position. C'est le patron ou c'est le chef qui va dire à la salariée « Non mais, vous voyez bien dans quel état vous vous mettez. Là, vous êtes hystérique, vous pleurez, tout ça parce que je vous ai dit quelque chose. Mais remettez-vous en question. » Voilà, c'est un retournement. Et là, je reste quand même, c'est aussi les personnes autour qui, des fois... Alors, parce qu'on ne sait pas faire. Je ne dis pas que c'est facile, mais qui vont, du coup, ça entretient et ça légitime des propos, des comportements, des actes. Voilà. Alors, avant qu'on voit comment on agit contre tout ça, ce que vous faites en prévention avec les associations, toutes, je vais vous faire part quand même d'un petit florilège de citations de personnes qui ont été interviewées, parce que cette année, on n'a pas pu faire un petit film présent sur le sujet dans la ville, pour les raisons sanitaires que vous connaissez, mais qui disent quand même, et qu'on commentera ou pas, mais qui disent quand même ce qu'il en est de la situation. Un technicien qui refuse catégoriquement et systématiquement de faire ce que je lui demande parce que je suis une femme ingénieure. Tous les courriers reçus ou envoyés au nom de monsieur ou messieurs. Personnellement, j'ai remplacé par monsieur, madame ou par cher collègue ou pour être plus neutre. Une magnifique formation technique où j'étais la seule femme sur environ une quinzaine de personnes et où j'ai subi des remarques sexistes et déplacées tout au long de cette formation, ce qui m'a mise très mal à l'aise. Heureusement, mon entreprise a réagi. Mon commentaire sur l'évaluation et la formation et le formateur a été blacklisté. Un chauffeur de taxi qui me demande pourquoi je vais à l'ENSAM. Je lui dis que c'est pour faire une formation en électromagnétique. Il me dit que c'est plutôt masculin, ce à quoi je réponds que je suis ingénieur en mécanique. Et il me dit que c'est pas un métier pour les femmes et qu'il n'aimerait pas que la sienne fasse ce métier. Lors de participation à des congrès, présentation de produits sur un stand, des personnes qui passent et disent aux représentants de ma société et à moi « Ah, mais c'est bien cette année, vous faites comme la concurrence, vous avez enfin pris une fille sur votre stand pour vendre vos produits ». Il y a plusieurs années, j'habitais dans le 5e et attendais mon chéri devant le théâtre des Célestins. Il faisait très froid, j'avais un long manteau. Un monsieur charmant m'a demandé combien je prenais. J'ai bafouillé, bégayé. Il s'est excusé en me disant que c'était dommage. Je n'ai plus donné de rendez-vous à cet endroit. Et je pense que ces extraits-là, on peut les multiplier. Il y en a des milliers et des milliers. Moi, j'ai vécu ça dans un EHPAD de ma mère, par exemple, où la femme médecin de plus était noire et tout le monde s'adressait à l'infirmier comme si c'était lui le médecin. Et à chaque fois, elle était obligée de rectifier et tout le monde le faisait pour elle à la fin parce que ça devenait presque une plaisanterie. Mais on peut les multiplier, ces exemples-là. Donc ça dit des choses sur le fait que aussi on ne devrait pas laisser passer tout ça. L'entourage. Et après, on verra comment se fait. Comme pour la petite blague. Alors, effectivement, on n'a jamais envie de rebondir parce que, oh là là, qu'est-ce qu'elle n'est pas drôle, celle-là, elle n'a pas d'humour, etc. Mais la petite blague qui est toujours contre la blonde, ça suffit. Donc, c'est pareil, ne pas laisser passer. Dire. L'entourage. Tout à fait. Et puis, apprendre dès le plus jeune âge que, en fait... oui, certes, l'humour c'est bien, mais que ça peut avoir des conséquences. On pense par exemple aux blagues sur les blondes, ou est-ce qu'on ferait aujourd'hui des blagues racistes très facilement ? Les blagues sexistes, en fait, c'est la même chose. Pareil, là, dans ce que tu disais, alors il y a différents types de comportements. Certains ne sont pas punis par la loi, d'ailleurs, la blague ou la petite phrase ou les choses en off. Et pourtant, la plupart des exemples que tu as cités, ça se passe en public. Donc on pose aussi la question du fait comment on réagit en fait en tant que personne autour de ça. Comment je me sens légitime de dire à un moment donné, non, c'est bon, vous êtes lourd, restez à votre place. Et du coup, je vais rebondir là-dessus aussi pour parler de ce qu'on appelle le continuum.
Le continuum des violences. Alors là, il y a l'étude Virage qui a été publiée par l'INED, qui est sortie en livre là début d'année. Donc violence et rapport de genre, tout à fait. Qui est une enquête en fait qui a posé la question aux femmes et aux hommes sur les questions de sexisme et de violences sexistes qu'ils peuvent subir en fait depuis leur enfance jusque tard ou dans l'espace public ou au travail ou dans la famille. Voilà. Ce qui est ressorti pour les femmes et ce qui est complètement différent avec ce que vivent les hommes, c'est ce qu'on appelle le continuum. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles, elles commencent dès le plus jeune âge. Alors, tout à l'heure, tu parlais des incestes, des faits de pédocriminalité, mais au-delà de ça, la petite remarque ou le sous-entendu, en fait, que peuvent subir les petites filles très jeunes, avec la question de, voilà, elle se met un peu de maquillage, ah mais c'est pour séduire son père, elle sait déjà y faire. Qu'est-ce que ça sous-entend sur une petite fille qui a 2, 3, 4 ans et qui fait, en fait, par rapport au modèle qu'elle voit autour d'elle ? Très rapidement, hein, ensuite la jupe qui se soulève, puis quand il y a un petit peu de sein, les remarques des passants dans la rue, et puis ça continue comme ça à l'adolescence, et puis à l'âge adulte, avec les remarques qui se font tout le temps. Il y a, alors je n'aime pas utiliser ce mot, mais c'est comme une habitude en fait, de ces remarques, de ces blagues, parfois de ces violences aussi, et avec des personnes qui disent, voilà, tu es interpellé dans la rue, tu réagis en disant mais non, enfin, la personne qui lui demande si elle est une personne prostituée, mais je partirai sur la fameuse galanterie, un débat qu'on a éternellement en France. Est-ce qu'il faut ou non être galant ? Est-ce qu'on a le droit de faire des remarques, même de manière plaisante, hein, je veux dire, vous avez un beau sourire, ce pantalon vous va bien. C'est les mêmes personnes qui vont dire à une autre femme, ouais, vous êtes grosse, vous êtes moche, allez vous habiller. Alors c'est le même mécanisme et ça laisse perdurer, comme tu disais tout à l'heure, l'objectivation du corps des femmes. C'est-à-dire que depuis qu'on est petite, le corps des filles, le corps des femmes est objectivé. Soit par la mode, soit dans le langage, et ça crée un continuum qui fait que ensuite, dans une situation où tu es agressé, par exemple, hein, ce monsieur qui arrive et qui lui demande ce qu'elle fait là, ou qui dans le taxi, c'est super violent, c'est-à-dire que gentiment tu lui dis ce que tu fais, t'es déjà pas obligé de lui répondre, et en plus il te balance que ça se fait pas, 2 que dis donc lui sa femme ça marche pas comme ça, c'est super violent en fait. Mais c'est pris dans un truc qui se fait tout le temps, quotidiennement. Et en fait, c'est soit tu te défends à chaque fois, et tu passes pour l'hystérique. Alors, on pourrait s'arrêter aussi ce terme-là, mais il y aurait tellement de choses. Là, alors, si c'est pas la féministe, alors là, c'est encore pire. Mais on voit aujourd'hui que les femmes, elles sont obligées d'avoir une résilience énorme et perpétuellement de s'adapter à ces comportements sexistes qui sont quotidiens. Voilà. Alors, on réagit beaucoup sur les violences, et c'est tant mieux, mais on devrait réagir sur toutes ces remarques qui n'ont pas à être faites, et surtout qui te font intégrer que tu es inférieur. Un autre exemple qui n'a pas été cité, mais alors régulièrement, je travaille dans des lieux où il y a besoin de techniques. Alors, c'est des techniques simples, hein, c'est un vidéoprojecteur, c'est pas non plus... Et je me mets souvent en observatrice. Alors, il suffit qu'il y ait un problème de connectique. Souvent, moi, j'essaye de bidouiller, puis je demande à la prof ou à l'autre personne référente qui est autour de moi, qui va tout de suite demander s'il y a un homme dans la salle, elle va tout de suite se tourner vers lui. Ou alors, de lui-même, il va venir, il va regarder. Et souvent, je lui demande, mais vous savez faire, vous êtes déjà arrivé à ça ? Il fait non, j'appuie sur tous les boutons, au bout d'un moment, ça marche. Et de fait... les femmes vont intégrer très rapidement, par exemple, tout ce qui est technique, il faut mieux le laisser à un homme. Alors que, des fois, l'homme ne sait pas. Mais du coup, il essaye. Et comme il réussit, la fois d'après, il garde en confiance en soi. Et en fait, la femme qui n'a pas essayé, elle perd en confiance en elle, puisqu'elle elle a laissé que ça a marché, c'est que c'est le bon... Voilà. Alors, je dis pas toujours qu'il faut se salir les mains et faire du cambouis, mais ça pose question, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, se dessine bien le système dont on a parlé tout à l'heure. Mais parmi le panel des formations, justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi apprendre aux femmes à être audacieuses, à y aller ? On ne se dit pas soi-même « j'ai confiance en moi », mais dire « est-ce que tu es vraiment plus stupide que la personne qui est à côté et qui fait juste comme ça, je touche les boutons et ça va marcher ?» Comment apprendre l'audace ? Est-ce que ça s'apprend ? Alors, je pense que ça s'apprend dès le plus jeune âge. Mais en effet,
Pour pallier à ça, sur du court terme, il y a de plus en plus, en Europe notamment, mais aussi dans d'autres pays, mais je connais plus l'univers européen, ce qu'on appelle l'autodéfense féministe. C'est-à-dire que c'est le principe d'autodéfense, alors c'est savoir se défendre, et pas forcément qu'avec le physique, mais aussi avec les mots, avec le regard, parce qu'on s'aperçoit que les femmes intègrent du coup toutes ces remarques depuis l'enfance. Comme tu les intègres, ta façon de marcher dans la rue est différente de celle d'un homme. Tu vas plutôt avoir tendance à baisser les yeux, plutôt avoir les épaules un petit peu rentrées. Puis souvent, en plus, aujourd'hui, la mode féminine fait que tu as un sac à main, donc tu es moins libre de tes mouvements. Donc déjà, c'est de conscientiser ça. L'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas que tu te balades avec un sac à main, mais voilà, de conscientiser ça. Et ensuite, du coup, une fois que tu le conscientises, de pallier à ça et de travailler sur le jeu du regard, sur l'ouverture des épaules, Et en plus, c'est de conscientiser aussi que ces expériences qui sont souvent, on se dit, c'est individuel. C'est-à-dire que voilà, moi je me fais souvent embêter dans la rue, voilà, c'est mon expérience. Mais quand je rencontre en fait d'autres femmes qui me disent ah mais moi c'est régulier, alors moi je m'habille même plus comme ça, alors moi je rentre plus comme ça à cette heure-là, et moi je rencontre des très jeunes femmes, même des jeunes filles, qui déjà me disent je fais attention à comment je m'habille quand je vais au collège, je fais attention à comment je m'habille quand je suis au lycée, je fais attention à comment je parle, Tu dis que déjà dès petites, elles ont enregistré les normes et elles utilisent déjà des stratégies pour éviter de se faire embêter. Donc, il y a ces possibilités-là. Il y a la question aussi d'avoir des temps de prévention. Alors, je dirais parfois en non-mixité, ça peut faire du bien aussi pour libérer la parole, pour créer cette expérience collective, pour ensuite revenir en mixité avec plus d'audace et puis savoir qu'est-ce qui se joue en fait. Qu'est-ce qui me mettait mal à l'aise? Ah, mais ça s'appelle du sexisme. Ah, c'est ça. Mais à l'inverse, c'est pas. Il manque quelque chose. C'est-à-dire que si les femmes travaillent sur leur prise de parole, leur confiance en elles se créent des réseaux professionnels. En face, si les comportements ne changent pas, on va arriver à avoir encore plus de cristallisation et de clivage. Parce qu'aujourd'hui, et là du coup, c'est vrai qu'on est en train de monter une journée sur la thématique des masculinités, j'espère qu'il se fera en novembre, en travaillant avec plus de 10 pays différents. Et eux et elles travaillent depuis plus longtemps sur ces sujets-là, et elles amènent la question des résistances. C'est-à-dire, comment les hommes en fait résistent à ce changement-là. Ils sont pas sexistes sur le fond, mais il y a quelque chose qui fait que non, mais c'est pas possible. Ma fille qui va faire ingénieur en mécanique, mais qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. Et donc, il faut en effet travailler aujourd'hui sur les femmes, les filles, mais aussi sur les garçons et les hommes. Parce que ce qui bloque, c'est bien eux qui bloquent et c'est bien eux qui le veulent ou non d'ailleurs, parce que certains disent « mais non, moi je fais super attention, je siffle pas une fille dans la rue ». Oui, mais tu es perçu comme un prédateur parce qu'il y en a d'autres qui le font et que personne ne bouge. Donc c'est bien, on revient sur notre question de groupe de tout à l'heure, c'est bien perçu comme quelque chose d'une problématique de groupe, avec des rapports sociaux de groupe. Mais c'est compliqué aussi pour les petites filles qu'on a éduquées comme ça. On nous a toutes éduquées, tu croises les jambes, tu regardes pas les gens comme ça de manière effrontée, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut absolument se mettre en opposition à tout ce qu'on a reçu de sa propre famille. Et c'est pas simple. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, tu as cité tout à l'heure Françoise Héritier. Françoise Héritier disait que si on continuait à cette allure-là, on n'aurait pas atteint l'égalité factuelle et puis la façon de faire. On avait 500 ans devant nous à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, oui, en effet, il y a des stratégies à court et moyen terme, c'est-à-dire qu'on a été socialisé d'une certaine manière, et il y a des choses être déjà conscient et consciente de ce qui se joue, et du coup, pouvoir amener aussi dans nos comportements, nos actes et nos paroles du respect. C'est-à-dire que, moi j'ai décidé de mettre des boucles d'oreilles, j'ai une femme à côté de moi qui a décidé de ne pas mettre de boucles d'oreilles, ou alors j'ai décidé d'avoir un enfant et ma collègue ne veut pas d'enfant. Au lieu de rappeler l'injonction en disant « mais t'es une femme, comment ça se fait que tu veuilles pas d'enfant ?» Et en fait, ça, je le garde pour moi, je le mets dans ma poche et je me dis ça, c'est du sexisme. Ça, je ne le dirai pas à mon collègue homme qui me dit qu'il adorerait partir en voyage pendant 20 ans, quoi. Et je ne vais pas lui dire « ah bon, mais quand est-ce que tu vas faire des enfants alors ?» Du coup, là, je le conscientise et je le mets en pratique. Évidemment, il y a des choses qui ne vont pas changer en quelques années, on aimerait.
le poids se porte sur les générations futures. Moi, les jeunes, des fois, me disent que je suis trop utopiste. Mais bon, je conserve ça, sinon je ne ferais pas ce boulot, je crois. Mais je vois aujourd'hui dans les discours, notamment depuis MeToo que tu as cité, il y a quand même un changement au niveau des jeunes. Voilà, cette année notamment, il y a beaucoup de questionnements. Ils utilisent ces questions de normes de genre, ces questions d'injonction. C'est des mots déjà qui ne leur font plus peur. Du coup, qui commencent à questionner. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer. Mais déjà, ils en sont à se questionner. Je trouve qu'on a fait un bond en avant sur ces quelques années. Alors, il faut faire attention. À chaque fois qu'on avance, on a souvent des contre-vagues. Voilà, de conservatisme ou parce que c'était mieux avant, de retour un peu traditionnaliste. Donc là, il faut qu'on continue à avancer en se disant non, là, il n'y a plus rien qui nous arrête, quoi. On y va et puis voilà, il faut que ça change, quoi, parce que ça fait des dégâts. Mais ça fait des dégâts chez les femmes, mais ça fait des dégâts chez les hommes. Parce que tous ces hommes qui sont éduqués à être dans cette espèce de masculinité où il faut toujours être fort, toujours ne jamais montrer ses sentiments, toujours être performant, toujours être dans la domination, mais enfin, c'est d'un fatigant, ça doit être complètement compliqué. Et puis en plus, ça continue à produire de la violence sur eux, c'est-à-dire que pour les élever comme ça, il faut quand même être dur. Donc il y a toute une part de je sais pas moi, de câlin, d'humanité, d'amour qui se perd là-dedans. Et ensuite, il y a des forts risques qui reproduisent aussi ces schémas-là et du coup qui s'éloignent aussi de plein de choses bonnes, en fait. Et voilà, je pense que le sexisme, ça dessert les femmes, mais ça dessert aussi les hommes. Ben voilà un bon point final, ou en tout cas une belle ouverture, une belle investigation à continuer pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller désormais. Alors, on reparlera tout à l'heure avec Pauline Brolivet, qui est du CIDFF, le Centre d'information des femmes et des familles, de tout l'arsenal juridique qui existe pour accompagner les femmes, pour s'imposer, pour ne pas subir de représailles et des attitudes de liberté qu'elles pourraient vouloir développer. Et à tout l'arsenal qui existe aussi, parce que les féministes, depuis 50 ans, se battent pour faire avancer les lois, et il y en a. Il y a même des lois pour faire appliquer les lois, donc on voit que c'est pas gagné, mais on parlera de tout ça tout à l'heure. En attendant, on va regarder un petit film pour faire une petite pause et puis à tout à l'heure. I don't want to set the world on fire. Je voudrais remettre en question une habitude chelou, le sexisme au travail. Pour qu'on parle le même langage, le sexisme c'est quand tu fais des discriminations en te basant sur des critères de genre. On pourrait dire que c'est un genre de virus débile qui se transmet par l'éducation, la culture, les médias, et qui te fait croire qu'il y a des différences de compétences entre les identités masculines et féminines. Souvent le sexisme, ça se déguise en blague nulle. Les hommes c'est comme les spermatozoïdes. Il n'y en a qu'un seul sur 1 million qui sert à quelque chose. Et ça se glisse inconsciemment dans tes comportements, tes paroles, tes opinions. Oui Robert, non c'est au sujet de Virginie là, son augmentation. Bah tu lui envoies un smoothie. Non parce qu'elle doit avoir ses règles. La forme de sexisme la plus pratiquée, ça reste quand même le harcèlement sexuel. Et qu'il soit graveleux ou courtois, c'est pareil. Mais le truc c'est que depuis 2015, le sexisme en entreprise c'est interdit par le code du travail. Donc avoir des approches sexistes aujourd'hui, en plus d'être débile, c'est carrément illégal. Et même si ça concerne tous les genres, c'est souvent les femmes qui sont en première ligne. Non mais ça va, on a le droit de faire des blagues sur les meufs, et puis c'est normal, tout le monde fait ça. Elles sont pas mortes. N'achète plus tes neurones sur internet. Imagine que demain, on distribue 99% des richesses mondiales uniquement à des femmes, qu'on décide de payer les hommes 27% moins cher qu'elles, et que maintenant, 79% des décideurs politiques sont que des femmes. Tu trouverais ça équitable? Bah pourtant c'est ce que vivent les femmes à notre époque. En gros, on y trouve 3 types de sexisme. Tout d'abord, il y a le sexisme hostile. Ça, c'est quand t'expliques aux gens que les capacités d'un humain, ça dépend de son genre. Ouais, non, on a embauché Christophe plutôt que Virginie. Non, bah tu sais, les femmes c'est trop sensible pour la direction. Puis un mi-temps c'est bien pour elle, comme ça elle va pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle en a pas? Eh bah elle va pouvoir en faire. Ensuite, il y a le sexisme masqué. C'est quand tu trouves que ça peut être drôle ou que tu te permets des attitudes sexistes courantes. Comme de pas donner la parole à tout le monde. Et y a qui à la réunion de demain? Christophe et Virginie. Ah, c'est tout. Christophe, c'est le... Non, mais pas besoin de faire la réunion, je vais prendre la décision tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites salades avec les smoothies. Et enfin, le sexisme bienveillant. C'est quand tu renverses la vapeur en faveur d'un genre opprimé pour montrer que t'es cool. Ah, d'accord, je viens de comprendre, ok. Donc, comme elles sont plus intelligentes que nous et qu'elles peuvent faire plusieurs choses en même temps,
Bah, ça veut dire qu'il faut les faire travailler 2 fois plus. Ah bah si. Puis ça fait des économies de smoothie. C'est bon, on va pas perdre notre temps avec ça, il y a des trucs plus graves dans la vie. Tu sens cette odeur de moisi? C'est ta vision du monde qui a dépassé sa date de péremption. Selon l'OCDE, la parité des genres en entreprise, ça permettrait un accroissement économique de 10% d'ici à 2030. Mais selon un rapport du Forum économique mondial, si on continue à traîner comme ça, il va falloir attendre 2095 pour espérer atteindre l'égalité au travail. C'est pas pressé. Mais si on veut, on peut aussi développer nous-mêmes des solutions. Comme comprendre qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, c'est reconnu par la science comme un critère de performance. Tu aimes bien ça, la performance? Ou de créer des congés paternité de même durée que celui des femmes, histoire que les jeunes mères arrêtent d'être considérées comme des poids. Parce qu'au 21e siècle, les papas, ils peuvent aussi s'occuper des enfants. Sinon, il y a une entreprise, Action Logement, qui est dite délivrer comme celui-ci en interne pour te proposer des solutions. Comme de respecter les prises de parole égalitaires en réunion, ou d'arrêter les galanteries sans fondement. Bon, j'ai une idée. On va enlever toutes les portes de l'entreprise, hein, comme ça on n'a plus à leur tenir. Quoi, les toilettes? Donc, puisqu'une civilisation c'est ensemble des traits spécifiques à une société dans tous ses domaines d'application, si on favorise que la moitié des traits, bah au final, on n'est qu'une demi-civilisation. Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Oui, ma petite Virginie, oui. Non, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On vient d'ouvrir un bar à smoothie au 2e. Vous êtes contente? Allô? Donc nous revoilà pour la deuxième partie de ce débat d'aujourd'hui autour du 8 mars. Avec Marion Guibaudot, tout à l'heure, vous avez vu que nous avons expliqué les concepts du sexisme, étudié les mécanismes de déconstruction sur les préjugés, pour tracer de nouvelles pistes et construire aussi de nouveaux itinéraire et une nouvelle histoire plus égalitaire entre les femmes et les hommes, plus conforme en tout cas aux aspirations des femmes. Alors avec vous, Pauline Bolivet, qui est arrivée du CIDFF, le Centre d'information des femmes et des familles, vous êtes, vous, en charge des droits et de la citoyenneté. Donc vous êtes plutôt dans la recherche des nouvelles lois, l'application des nouvelles lois, la mise en œuvre des nouvelles lois et la lutte aussi, bien sûr, contre les discriminations, puisque vous donnez de l'information à toutes les femmes qui passent par le CIDF pour en avoir. Alors, on va parler peut-être un peu plus de l'implication aujourd'hui, dans le cadre du Covid et du confinement, de la lourdeur qui s'est abattue sur les femmes, puisque les inégalités sont encore plus criantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient pour celles qui étaient déjà des précaires et qui avaient déjà une charge mentale importante. On peut peut-être commencer par cet aspect de l'actualité et puis on reviendra sur où on en est des lois et de leur application. Oui, pas de problème. Oui, c'est sûr que le Covid et la situation sanitaire, en fait, a touché toute la population, mais en particulier les femmes, pour plusieurs raisons. Déjà, de par notamment le premier confinement où elles ont été clouées dans leur rôle à la fois donc de mère, on va dire à 100%, puisque donc les enfants étaient au domicile, mais aussi à tenir en fait leur travail à la maison, et puis on a vu poindre donc des situations de plus en plus compliquées. Sur le public qu'on reçoit au CIDFF, ce qu'on a observé, c'est notamment sur les publics les plus précaires, de plus en plus de difficultés, de par la sensation d'isolement. Beaucoup de structures ont fermé. Il y avait très peu de relais. Et on a vu de nombreuses situations s'enliser, avec des problématiques sociales qui étaient existantes. Et là, plus de solutions, plus de mise en œuvre de ces solutions. Et un isolement qui a eu un impact psychologique extrêmement important sur ces femmes, qui ont dû mobiliser une énergie encore plus importante. Alors, s'agissant du CIDFF, nous, on a tenu des permanences tous les jours, tous les matins, pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans un premier temps, et ensuite sur l'accès aux droits, pour maintenir ce lien. Pour dire qu'on était là. Parfois, c'était simplement de l'écoute. Et puis après, c'était aussi de pouvoir répondre à des questions d'urgence, de mise à l'abri.
et parfois d'autres types de questions, même si on était confronté à des dispositifs qui n'étaient plus disponibles de par la situation sanitaire. Et donc là, passé ce confinement-là, on a repris l'activité, mais avec des situations qui se sont enlisées. Et donc, de devoir redémêler des choses qui étaient encore plus compliquées. Comme quoi, par exemple? Parce qu'il n'y avait plus d'accompagnement. Oui, c'est ça. Oui. Alors après, pas pour tous les territoires, mais parfois les travailleurs sociaux n'étaient pas joignables. Enfin, il y avait, par exemple, je sais pas, en tête, j'ai une situation d'une personne qui se retrouvait en difficulté sur. J'ai, par exemple, une situation sur Vénissieux d'une personne qui était partie. Qui est française et qui est partie faire un voyage en fait en Algérie au moment du confinement. Elle était enceinte et en fait elle n'a pas pu revenir en France. Elle a accouché là-bas, sauf qu'elle n'a pas pu déclarer en fait son enfant en fait au consulat français parce que le consulat était fermé. Ce qui ne lui a pas donné la possibilité en fait de pouvoir faire revenir son enfant quand en fait il y a eu le déconfinement. Donc ça c'est des situations voilà qu'on a dû gérer où vous devez faire des courriers à l'ambassade pour pouvoir en fait gérer la situation et donner la possibilité d'avoir un laissez-passer pour cette dame pour que sa fille en fait ait la possibilité de revenir en France. Et l'issue? Elle était heureuse. Bon, voilà, au moins une aujourd'hui, bonne nouvelle. Elle a sa nationalité française et il n'y a pas de souci. Au moins une bonne nouvelle. Et on parlait justement du dispositif des lois. Une des dernières, c'est la loi SCAPA sur le harcèlement de rue. Bon, alors là, justement, c'est plutôt une bonne période. On n'est pas harcelé dans la rue tellement. Oui et non, parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion de... si vous terminez parfois le travail un petit peu plus tard que 18h et que vous vous retrouvez parfois dans la rue, il y a moins de monde et parfois les femmes se sentent encore moins en sécurité parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans la rue et ça peut arriver. Sur la question de... Là, vous faites référence à une qualification précise qui s'appelle l'outrage sexiste. Cet outrage sexiste, vous l'avez aujourd'hui dans les transports en commun, vous pouvez l'avoir dans un supermarché, vous pouvez l'avoir partout et ça demeure. Et cette question, donc là, c'est ce que vous évoquiez, c'est que donc l'outrage sexiste, c'est une disposition récente qui répond en fait à une infraction qui n'était pas pénalement sanctionnable. Il n'existait pas un dispositif législatif qui permettait en fait de sanctionner les personnes qui émettaient des propos à caractère sexiste sur la voie publique. L'outrage sexiste, c'est une qualification c'est une infraction qui peut exister dans tous les domaines. Vous pouvez l'avoir aussi au travail. Enfin, voilà. L'importance de cette infraction, c'est que la victime n'a pas besoin de déposer plainte. Ça veut dire que si un policier est présent au moment où les faits sont évoqués d'outrage sexiste, il peut y avoir une verbalisation directe en fait de la personne. La victime n'est pas obligée de déposer plainte. Voilà. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le ministère, là j'ai regardé les derniers chiffres, le gouvernement en 2020 annonce qu'il y a eu 2000 infractions d'outrage sexiste qui ont été relevées par les forces de l'ordre. Sur plainte Non, ou pas spontanément. Oui, relevées par les forces de l'ordre. Alors après, c'est la problématique de ce type d'infraction, c'est la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parole contre parole. Donc c'est là l'intérêt notamment qu'il y ait des professionnels assermentés, à savoir des policiers, des gendarmes, présents au moment pour pouvoir en fait verbaliser. Puisqu'après, la procédure est beaucoup plus compliquée pour pouvoir en fait mettre en œuvre. Mais comment ça se déclenche justement? C'est que le policier entend quelque chose et c'est lui qui intervient. Oui, tout à fait. C'est pas la personne. C'est pas la personne qui va vers lui pour lui dire que...
Parce que ça, il faut le faire savoir. Est-ce que justement, toutes les femmes qui sont dans cette position-là, et elles sont nombreuses manifestement, savent ce dispositif ? Comment est-ce que vous, en tant que centre d'information, vous diffusez cette information, vous la faites connaître ? Alors après, moi j'estime qu'il y a quand même eu une grosse communication de la part du gouvernement au moment de la mise en place. Il y a eu des campagnes sur le sujet. Les TCL, par exemple, ont relayé une campagne sur la question de harcèlement dans les transports en commun et la question de l'outrage. Après... c'est de la sensibilisation, c'est de la prévention au public et c'est de l'information à faire passer en caractérisant en fait des comportements. Là, ce qu'il y a à tenir compte, c'est que c'est une loi de 2018 qui est récente. Donc, il faut voir avec le temps ce que réellement en fait les choses vont donner, je pense. Et voir aussi si elles n'ont pas eu des conséquences en rebond, à savoir que ça déclenche de la violence. Par ailleurs, si quelqu'un est interpellé sur la voie publique dans ce cas-là, est-ce qu'il ne se venge pas par ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas un effet rebond ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, qu'on soit sur l'outrage sexiste ou l'injure sexiste, donc c'est majoritairement utilisé sur la voie publique, ce sont des auteurs qu'on ne connaît pas forcément. Donc la question de la représailles n'est pas forcément... réel, puisque en fait ce sont des gens que nous allons potentiellement jamais recroiser. On va mettre des mots. C'est quoi l'outrage sexiste ? L'outrage sexiste, c'est un homme qui vous croise dans la rue, qui vous mime un rapport sexuel, qui vous siffle, qui vous explique que vous êtes bonne et que il a envie de vous mettre dans votre lit. Cet homme-là, c'est souvent pas dit comme ça aussi élégamment. Oui, parce que je suis filmée. Mais sensiblement, cet homme-là, vous n'allez pas le recroiser. Majoritairement, sur les situations, sont des personnes qu'on ne connaît pas. Par exemple, pour faire le lien sur les injures sexistes, 66% des injures ont lieu dans l'espace public. Et dans 70% des cas, les femmes ne connaissent pas l'auteur. Donc, ce qui rend notamment encore plus compliqué les démarches auprès des forces de l'ordre, puisque comment vous allez faire pour déposer plainte contre quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Vous ne connaissez pas son identité, vous n'avez aucun élément. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer de faire la démarche. Or, en l'occurrence, là, dans les chiffres, on a que seulement 6% des femmes qui vont dans les commissariats et les gendarmeries et 3% qui déposent plainte sur l'injure sexiste. Aujourd'hui, l'injure sexiste, c'est une infraction qui est très peu sanctionnée. On en est justement de tous ces dépôts de plainte et de toutes ces attitudes volontaristes ou pas des femmes en cas de viol. Bien sûr, on sait qu'elles sont infiniment peu nombreuses à porter plainte parce qu'elles ne font pas confiance à la justice et encore moins à la police parfois. Est-ce que ça évolue ? Est-ce que vous avez une vision, vous, sur les 5 dernières années, par exemple, de comment évolue l'application des lois ? Alors, il y a 2 niveaux dans votre question. Il y a la question de l'application des lois et la question des démarches des victimes pour entreprendre l'application de cette loi. Voilà, l'utilisation de la loi. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les victimes, pour qu'il y ait une sanction, il faut que ça passe automatiquement en fait, par un dépôt de plainte. C'est ce que vous évoquez, la question notamment de la complexité, parfois, des difficultés qu'il y a pour plusieurs raisons pour les victimes. On voit les choses quand même réellement évoluer. Là, on a réellement vu ces 2 dernières années une évolution significative sur la question liée à la libération de la parole. Par les différents mouvements qu'on a vus, que ce soit le hashtag MeToo, que ce soit Balance ton porc, et toutes les affaires très médiatisées, toutes ces questions-là ont fait évoluer et émerger la parole. Avec la prise de conscience que les personnes ne sont pas seules. Et donc,
les personnes se sentent plus légitimes à entreprendre, plus légitimes à faire les démarches. Dans le même temps, il y a eu tout un axe qui s'est développé et porté par le gouvernement sur l'idée de renforcer l'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries. Donc tout ça dans une volonté de mettre en confiance en fait les victimes pour que les démarches puissent se faire. Bon, il y a encore du chemin. On peut pas le nier. Il faut aussi se rendre compte, c'est qu'il y a aussi la temporalité des victimes. Par exemple, vous évoquez une victime de viol. De par ce qu'elle a vécu, elle peut être traumatisée, elle peut avoir subi des psychotraumas qui vont en fait avoir bloqué ce qu'on appelle sa mémoire immédiate. Il est courant de voir des victimes qui se remémorent ce qu'elles ont vécu qu'au bout de certaines années, qui sont en capacité de mettre un récit sur ce qui a été vécu que bien plus tard. Et donc là, on voit que elles ont besoin de ce temps-là. Et là, c'est en lien notamment avec la question de la prescription, parce que parfois, le dispositif législatif, au moment où la victime est prête, c'est trop tard. Donc ça, c'est une vraie question sociétale, c'est un vrai enjeu de permettre aussi aux victimes de pouvoir faire les démarches au moment où elles sont prêtes à les faire. Et comment vous appréciez, vous, justement, la loi qui est votée sur l'âge de l'agression envers les jeunes garçons aussi, d'ailleurs, et les mineurs? Parce qu'on a beaucoup débattu là-dessus. 18 ans, 15 ans, 13 ans, la loi va fixer maintenant un âge. Oui. Alors, nous, au CIDFF, on est moins directement sur ces questions-là par rapport aux mineurs, puisque majoritairement, on reçoit vraiment un public de majeurs, de femmes majeures. Donc là, c'est assez spécifique. Là, je vais vous dire que c'est la question donc de la prise en compte d'un âge de consentement dont vous faites référence. C'est très compliqué quand la loi intervient sur un domaine où il y a une réflexion sociétale qui doit être vraiment prise en compte sur cette question. Moi, je pense que la loi doit encadrer des choses, que c'est intéressant d'aller se questionner et de mettre un âge minimum. Le positionner, c'est compliqué. Moi, à titre personnel, pour moi, c'est compliqué de le positionner parce que toutes les situations ne sont pas identiques, donc c'est difficile. Et parmi toutes les situations que vous voyez, justement, qu'est-ce qui reste à faire ? Sur quel domaine la loi n'a pas encore investigué ou sur des situations qui ne rentrent pas dans les cadres de loi? Ou est-ce que vous pensez que les lois couvrent à peu près toutes les infractions, tous les délits, toutes les atteintes à la personne, toutes les agressions? Et on parlera un peu plus du domaine professionnel, puisque vous êtes aussi, vous, diplômé en droit du travail. Donc, est-ce qu'il y a encore à balayer un champ juridique important où l'arsenal existe et il suffit de s'en emparer et d'en avoir l'information? L'arsenal, il existe. On voit quand même que le législateur interroge son arsenal et fait évoluer les textes, puisqu'on voit quand même que les textes évoluent en fonction, et on en parlera. C'est par exemple le cas du cyberharcèlement qui a été pris en compte, puisque c'est une réalité en fait auquel sont confrontées toujours en fait des femmes. Donc les dispositifs existent. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est les questions de moyens mis en œuvre. C'est-à-dire que c'est notamment les questions de moyens d'accompagnement des victimes aux démarches, aussi au niveau de la justice, quand on voit la lenteur de traitement de certaines procédures qui font qu'à un moment donné, ça décourage. La question, elle ne doit pas être taboue, mais la question de la correctionnalisation des viols
alors que le viol est un crime. Or, aujourd'hui, on requalifie et on correctionnalise au lieu de criminaliser parce que ça désengorge les cours d'assises et qu'on a plus de chances d'avoir une sanction en fait, des auteurs, selon les parquets. Tout ça, ça interroge. Ça interroge malgré le fait que les textes existent. Donc, il y a encore du chemin à faire. Mais il n'y a plus de jury populaire, quoi, justement. En cas de viol, si on est sur de la correctionnelle, il n'y a pas de jury, il n'y a que des magistrats qui décident. C'est ça. Et alors, on va revenir justement sur les lois du travail, sur le harcèlement au travail, sur toutes les brimades que peuvent aussi connaître les femmes en particulier, surtout parce qu'elles ont des chefs de service et que les postes sont encore très inégalitaires, même si ça progresse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des lois du travail? Est-ce qu'elles sont appliquées? Est-ce qu'aujourd'hui, un chef de service qui fait un abus de pouvoir, il a une réflexion consciente de ce qu'il risque? Alors, difficile de répondre comme ça, parce que j'ai pas forcément les chiffres. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la qualification d'agissement sexiste est introduite dans le Code du travail en 2015. Avant ça, le mot sexiste n'était pas dans le Code du travail. Donc, ça veut dire que on n'avait pas inclus cette donnée-là comme étant en fait un élément intégrant d'un rapport au travail. Ce qui n'était pas le cas, notamment sur, par exemple, le racisme, qui était où on avait des axes de sensibilisation, de prévention dans les entreprises. Le sexisme, on voit apparaître les choses de manière beaucoup plus récente. Donc, ça prend du temps. Aujourd'hui, les entreprises sont obligées de faire face. Là, de par ce qui se passe, il n'y a pas le choix, puisque avec notamment la question de la libération de la parole, il y a besoin en fait d'intervenir. Alors après, la difficulté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on est dans un rapport de travail. Donc la victime, potentiellement, c'est son emploi qui est en jeu. Et dans une situation économique telle qu'on peut la connaître, parfois de dénoncer, c'est prendre des risques, et donc on préfère se taire plutôt que dénoncer. Comment on fait évoluer tout ça? La prévention et la sensibilisation. Il ne faut pas qu'en fait... les entreprises doivent considérer que ça doit être... En fait, ça ne doit pas être un sujet tabou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment une sensibilisation sur les stéréotypes. Tous les stéréotypes de sexe. Commencer par ça, à tous les niveaux dans l'entreprise. On déconstruit en fait les représentations qui peuvent exister pour qu'à un moment donné, on puisse se rendre compte des choses. Et puis, c'est aussi qualifier. Ce qui est aujourd'hui, ce qui passe sur on utilise souvent oui, mais bon, c'est juste une blague, c'est juste une petite remarque en passant. C'est aussi de la responsabilité des entreprises de bannir ces comportements-là et même ces blagues-là, en expliquant que ce n'est pas le cadre en fait qu'on doit avoir dans la structure. Tout ça, c'est des efforts en fait qui doivent être faits, qui doivent être portés par une direction qui elle-même est sensibilisée à la question, pour que chacun puisse s'en emparer en fait. Oui, c'est donc au chef de service d'être vigilant et d'assurer le bien-être au travail. Oui, et puis après, il y a plein d'acteurs dans l'entreprise qui peuvent aussi tenir ce rôle-là, les représentants du personnel, les représentants syndicaux, qui ont aussi et qui se forment de plus en plus sur ces questions-là, qui ont des compétences notamment en matière de santé et de protection en fait de la santé des travailleurs. C'est aussi toutes les missions des ressources humaines. Et puis, comme au niveau sociétal, c'est aussi les collègues. C'est aussi à un moment donné, tout à chacun,
et chacune de lorsqu'on est témoin d'une situation, d'une remarque qui est désobligeante envers une femme parce qu'elle est femme, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord d'entendre ça, c'est d'intervenir même si c'est un supérieur hiérarchique et de se sentir légitime à. Il y a encore du chemin, encore une fois, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Et des campagnes de communication allaient vraiment en ce sens pour, encore une fois, éviter de sentir que les victimes se sentent trop isolées dans ces situations. Oui, c'est ça, parce que peut-être ce qu'il faut faire évoluer maintenant, c'est l'entourage, plus que la victime. Que ce ne soit pas que la victime qui aille, qui s'occupe de ses affaires d'une certaine manière, mais que les autres ne se sentent pas délégitimés de s'en occuper aussi. Oui, complètement. Complètement. Et c'est vraiment là le rôle dans chaque structure de mener une politique là-dessus et de sensibiliser tout le monde sur cette question et toutes les personnes appartenant à la structure. Oui, mais parce qu'on peut aussi dire que c'est de la délation. Dire de quoi tu t'occupes, c'est pas ton problème, pourquoi tu vas t'en mêler, et puis tu vas pas dénoncer. Il n'y a pas ce réflexe de corps aussi dans l'entreprise? Alors bien sûr, et ça, vous l'avez d'autant plus dans certains secteurs d'activité. C'est certain. Maintenant, est-ce que enfin, je ne sais pas. Hein, je crois que quand même l'entreprise a une obligation d'assurer la santé et la sécurité en fait de ses travailleurs et qu'à un moment donné en fait elle doit être garante de ne pas laisser ce type de comportement perdurer et d'être dans l'exemplarité. Alors après, on peut jamais éviter le fait d'avoir ce type de réaction de personnes et mais à partir du moment où une première personne commence à faire la démarche et que l'entreprise sait y répondre, je pense qu'on va limiter en fait ce type de réaction a posteriori. Oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure justement de l'ensemble de la société, du corps social qui devait être solidaire des femmes victimes, de ne pas les laisser seules. Et c'est vrai que pendant longtemps, concernant les violences, en tout cas faites aux femmes, dans le milieu conjugal, dans le huis clos de la famille, pendant très longtemps, personne ne s'en occupait. Les voisins entendaient crier. Ça ne nous regarde pas, c'est pas notre affaire, c'est une affaire privée. Et aujourd'hui, il y a une espèce de devoir de dire, pas seulement pour celui qui est victime, mais pour l'ensemble du corps social. On a bien compris ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous rencontrez dans les écoutes que vous faites et qu'on n'aurait pas abordées ici? Est-ce qu'il y a d'autres choses, soit sur la charge mentale, soit sur le travail, soit sur les atteintes privées, qui vous disent quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Non, après ce qui est important quand même à tenir compte, c'est la réalité aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Par exemple, donc sur la question du sexisme dans le monde du travail, on n'en parle pas par hasard, c'est quand même des données qui sont importantes. On a une première étude qui est en 2013 portée par des grosses entreprises du CAC 40 qui, auprès des cadres, a fait un questionnaire où il ressort que 80% des femmes salariées considèrent que dans le monde du travail, elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes. Et en 2016, la même étude est faite auprès d'un personnel non cadre et c'est 74%. C'est impressionnant. Donc on ne parle pas de quelque chose juste parce que c'est le 8 mars et qu'on a envie d'en parler. On parle de ça parce que c'est une réalité auquel sont confrontées en fait toutes les femmes, enfin en tout cas une bonne majorité. Et puis il y a aussi le chiffre sur le harcèlement sexuel qui est à tenir compte. Une femme sur 5 active se considère harcelée sexuellement.
c'est 20% des femmes. C'est énorme quand on voit l'impact et les conséquences que le harcèlement sexuel peut avoir sur une femme. Donc là, c'est vraiment un sujet sociétalement qui est important à mettre en lumière. C'est important que les entreprises, les institutions se mobilisent sur cette question, se forment, parce que la formation, c'est quelque chose d'extrêmement important auprès d'acteurs qui sont spécialisés sur ces questions pour mettre en place des actions et faire en sorte qu'on diminue ces chiffres. Vous parlez de l'impact, comment vous l'évaluez? C'est un impact psychologique, c'est un impact sanitaire, c'est un impact financier. Qu'est-ce qui se passe avec la personne qui est soit harcelée, soit brimée, soit mise en burn-out ou en burn-out? Qu'est-ce que c'est l'impact? C'est le coût pour la société, c'est le coût social et le coût personnel. C'est tout ce que vous évoquez. C'est pour elle, l'impact pour la victime, elle est multiple, elle est psychologique, elle est parfois physique. C'est pour économique, parce que souvent ça conduit aussi à de l'absentéisme, à des arrêts, donc ça a aussi un impact pour la structure, et puis pour la société, comme vous l'évoquez. Et après, c'est aussi... comme pour les violences intrafamiliales, c'est exactement le même type de schéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une perte de confiance, c'est une perte de repère, c'est une perte d'estime de soi, et c'est la peur de l'autre. Et donc, à un moment donné, la réinsertion professionnelle, s'il y a eu... une rupture du contrat liée à la situation, ben c'est compliqué. Ou même si c'est resté dans la structure, c'est retrouver ses marques, c'est d'arriver en fait alors qu'on a été victime, et ça nécessite du temps. Donc c'est difficile. Souvent on voit que les victimes dans beaucoup d'institutions, pour les protéger, on les écarte. Donc on les écarte, mais voilà, hein, parce que on veut bien faire, on veut les protéger, mais en fait on les protège pas toujours. Au contraire, on va leur faire perdre confiance parfois. Enfin, voilà, donc c'est tout ça, et donc ce sont des impacts vraiment multiples. Si je vous demandais de caractériser la période, parce que nous on a abordé tout à l'heure justement à la fois les aspects négatifs dont vous avez parlé, notamment les implications du Covid, mais pas que, sur la difficulté des femmes de s'imposer dans le monde professionnel, mais aussi peut-être les bons effets de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que l'actualité du moment, on a parlé effectivement des jeunes femmes qui sortent la plume pour écrire des histoires qui peuvent avoir 15, 20, 30 ans, mais qui libèrent, et vous avez fait allusion à la libération de la parole. Est-ce que ça vous paraît être un feu de paille, ou bien le début d'une longue et belle marche? Non, je reprendrai les propos que j'ai entendus d'une journaliste du Monde de dire, je pense qu'on est en train de vivre une révolution culturelle. On est en train de vivre une révolution qu'on ne reverra pas, et je pense qu'on va changer les mœurs, et qu'on amorce les choses là. Je pense qu'il faut qu'on reste dans le mouvement, il faut qu'on accompagne, parce que il y a quand même quelque chose qui est important, je trouve très très positif, et j'encourage réellement la libération de la parole, mais comme beaucoup de victimes le disent, elles parlaient déjà. Simplement, on les entendait pas. C'est aussi ça, la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'entendre les récits? Après, sur cette question-là, j'avoue que j'estime qu'il faut quand même aussi protéger les victimes, et que parfois, la libération de la parole, elle doit être encadrée pour faire en sorte de ne pas non plus exposer les gens, et de faire en sorte que les victimes en ressortent quelque chose de bénéfique pour elles. Beaucoup de victimes expliquent que, elles ont dit, mais ça va pas mieux, parce qu'elles ont besoin d'autre chose. Et tout à l'heure, on faisait allusion à Audrey Pulvar qui disait, mais
c'est pas de paroles que les femmes ont besoin tant que ça, c'est que ça ne se reproduise plus. Et comment faire que tout ce qui leur est arrivé ne se reproduise plus? Est-ce que là, on peut penser qu'un certain nombre de prédateurs, on va dire ça pour parler vite, vont se sentir maintenant sous surveillance? Que peut-être, avant d'avoir des gestes déplacés, des mots déplacés, des attitudes violentes, il y aura une épée de Damoclès ou que ça va passer parce qu'ils vont sortir une lourde artillerie judiciaire. Ah, ça, je ne saurais pas répondre à votre question. Elle est trop... je ne suis pas sûre. Enfin, les dispositifs juridiques existaient déjà, l'application de la loi était déjà faite. Si on est par exemple dans l'affaire de Audrey Pulvar, ça s'appelle un viol sur mineur. Il y avait déjà quand même, c'est un crime qui est répréhensible de nombreuses années de prison. Ça n'empêche pas, et ça n'empêche pas toujours des passages à l'acte. Donc la question, elle est... moi, je pense qu'elle n'est pas là, la réponse. Pour moi, elle n'est pas du tout là. Elle est sur véritablement la sensibilisation auprès des plus jeunes et une prévention au plus tôt sur ces questions, sur la question du consentement, sur la question du rapport à l'autre, sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, pour à un moment donné que ce soit des valeurs qui s'inscrivent dans le fonctionnement sociétal et qui éliminent ce type de comportement. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter, qu'on a dit l'essentiel de ce qu'on pouvait dire là, à l'instant T, dans cette période aussi tellement particulière, en espérant que les femmes ne vont pas baisser la garde et que les hommes vont entendre aussi. Parce que parmi tous ceux qui se sont illustrés là dans l'actualité récemment, il y en a qui disent « Oui, on a fait des conneries, oui, j'aurais pas dû, oui, ce serait... voilà, même Matzneff écrit maintenant... de nouveau contre sa victime pour expliquer qu'il ne le referait pas, etc., etc. Est-ce qu'il faut le croire ou pas le croire? On va quand même essayer d'avoir une opinion un peu positive, se dire que peut-être ça va changer les choses. En conclusion, effectivement, qu'on vit une année tout à fait étonnante, intéressante, comme vous l'avez dit, qui ne va pas régler tous les problèmes, c'est sûr, mais qui est peut-être en profonde rupture contre le silence, contre l'indifférence et pour la reprise en main de soi dans la solidarité du regard des autres, peut-être. Et que, évidemment, on va retenir ça parce qu'il ne s'agit pas de faire une société où les femmes et les hommes sont en conflit et en butte. Les femmes doivent gagner des droits, ça n'en enlèvera pas aux hommes. Et peut-être qu'effectivement, il y aura de plus en plus d'hommes. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes féministes, que dans les jeunes couples, les choses évoluent quand même plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez, vous, cette impression, mais moi, je vois quand même beaucoup de jeunes pères s'occuper beaucoup de leurs jeunes enfants, partager les tâches, même si les chiffres sont encore... c'est genre 3h30 de tâches domestiques pour les femmes, pour 55 minutes pour les hommes, je crois. On n'est pas encore arrivé, mais bon, une nouvelle société peut-être essaye de se mettre en marche et on va évidemment l'encourager parce qu'il y a aussi des hommes qui, depuis des temps immémoriaux, et en tout cas dans la culture malgré tout masculine, ont toujours à la fois fait confiance aux hommes et ont été écœurés par les attitudes, le sort qui était réservé aux femmes. Alors on va parler peut-être de Condorcet, de Charles Fourier. Il y a eu effectivement des philosophes Diderot qui ont été des philosophes favorables aux femmes, même si, comme le disait Marion tout à l'heure, ça ne remettait pas en cause du tout le système de la société tel qu'il était. Je vais finir par cette phrase justement de Charles Fourier, qui était un progressiste du 19e siècle, qui disait « Partout où l'homme a dégradé la femme, il se dégrade lui-même ». Et c'est un beau mot, mais peut-être qu'il y a un vrai fondement à ça. Que l'humanité est quand même fait du même bois ou de la même terre, et que ne pas se préoccuper de l'autre, c'est aussi ne pas se préoccuper de soi. Merci beaucoup.
de nous avoir du coup suivis pendant tout ce temps de réflexion autour du 8 mars, autour de l'égalité encore à conquérir. Et puis on va partir sur l'idée qu'il y a un formidable espoir qui s'est levé. Merci à vous.